Nous prévoyons une croissance de 3,8% pour l'année 2022, donc une baisse de la croissance de 4,5% en 2021 à 3,8% en 2022. La croissance devrait s'améliorer à partir de 2023 et au-delà et devrait s'établir environ autour de 4%. Aujourd'hui, les nouvelles perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Je suis Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales pour l'Afrique subsaharienne, un département Afrique du Fonds monétaire international. Alors, c'est peut-être difficile à croire maintenant, mais l'année dernière s'annonçait plutôt bien pour l'Afrique subsaharienne. Que s'est-il passé? Oui, en effet, les économies de l'Afrique subsaharienne ont terminé 2021 sur un élan de croissance plus rapide que l'on l'envisageait. La croissance en 2021 était de 4,5% contre des prévisions de 3,7%. Cet élan de croissance a commencé plutôt vers la deuxième moitié de l'année 2021. Mais avec la guerre en Ukraine, tout cet élan a été stoppé, a été perdu à cause des tensions inflationnistes à la fois sur le plan des produits et des denrées alimentaires que pour ce qui concerne les prix de l'énergie et des métaux précieux. Et maintenant, il y a une longue liste de choses auxquelles l'Afrique doit faire face. Commençons par l'inflation. Dans quelle mesure cette inflation record est-elle un risque pour le développement? Oui, les tensions inflationnistes sont très élevées en ce moment à cause des prix élevés des denrées alimentaires et des prix de l'énergie. Pour la région, en moyenne, on a une prévision d'inflation pour l'année 2022 de 12,5% en moyenne. Ce sont des prévisions d'inflation à deux chiffres que la région n'a connues qu'en 2009. Et donc ces tensions inflationnistes, bien entendu, diffèrent à travers les pays. Elles tendent à être un peu plus élevées dans les pays à taux de change flexible. Et donc ces tensions vont durcir le difficile exercice d'équilibrage que les banques centrales de la région devront faire. Et du coup, leur possibilité de promouvoir la croissance sera très limitée. Nos recommandations en termes de politique monétaire sont pour que les banques centrales surveillent attentivement l'évolution des prix, se tiennent à augmenter leur taux directeur si les anticipations d'inflation remontent, mais tout en veillant à ce que les risques qui pèsent sur la stabilité financière soient bien pris en compte. Cet exercice d'équilibrage sera moins difficile avec des efforts d'amélioration des cadres de politique monétaire, ainsi qu'une communication claire de la part des banques centrales. Et donc, les matières premières jouent également dans tout ça, avec des prix beaucoup plus élevés. Ces jours-ci, surtout pour le pétrole et le gaz, certains pays pourraient-ils en bénéficier de ces prix plus élevés? Oui, en effet. La région est assez diverse. Il y a 45 pays avec des structures très, très différentes. Donc, bon, pour la plupart des pays de la région, donc les 37 pays de la région, les tensions inflationnistes qu'on voit au niveau des prix de l'énergie, des prix des denrées alimentaires vont nuire à la croissance et vont affaiblir les positions, les bilans fiscaux et extérieurs des pays. Mais il y a cependant des pays exportateurs de matières premières riches en ressources minières et en pétrole qui
vont pouvoir bénéficier de la main de l'augmentation des prix des matières premières. Mais je dois dire que même ces pays-là vont devoir faire face à certaines difficultés à cause de l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui risque d'avoir un impact marqué sur les populations les plus vulnérables. Et dans la mesure où les pays n'ont pas la possibilité de pourvoir des aides ciblées aux populations les plus vulnérables, y compris dans les milieux urbains, ces pays-là risquent de faire face à certaines difficultés. Hmm. Et maintenant, avec des pénuries de toutes sortes, que signifieront les pénuries d'engrais et de blé pour la production agricole qui est si critique? Oui, la Russie est l'un des premiers pays producteurs mondiaux d'engrais, d'intrants clés pour la production d'engrais, tels que le gaz naturel et le potassium. Les prix des engrais ont presque triplé au cours de Wow. la dernière année. Et donc, c'est pour vous dire qu'une guerre prolongée risque vraiment d'avoir un impact marqué sur l'approvisionnement. La hausse des prix de l'engrais et la hausse des prix de l'énergie pourrait donc entraîner une augmentation des coûts de production agricole et par conséquent des pénuries à court terme qui pourraient signifier des rendements plus faibles et des coûts agricoles avec les coûts agricoles plus élevés. Ça risque d'induire de nouvelles hausses de prix des denrées alimentaires qui, à leur tour, vont nuire aux populations les plus vulnérables et potentiellement aggraver les tensions sociales, en particulier dans les États fragiles et les États en conflit. Et l'agriculture souffre aussi du changement climatique. Doit-on craindre que l'agenda climatique passe au second plan avec tous les autres pressions fiscales? L'agenda climatique continue à être très, très important et vu que le changement climatique continue de poser des défis majeurs, vous avez vu les dégâts majeurs à la fois en pertes humaines et matérielles que les pluies torrentielles ont causé les inondations récentes qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Et ça, c'est une manifestation supplémentaire de ces chocs climatiques qui touchent la région, enfin, l'Afrique subsaharienne, une région qui est très vulnérable aux chocs climatiques étant donné sa dépendance dans l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de travail qui doit être fait au niveau de l'adaptation. Et les pays de la sous-région devraient aussi saisir les opportunités offertes par la transition verte qui sont très importantes pour la région étant donné le potentiel qu'elle a en termes d'énergie renouvelable et de l'abondance des minéraux essentiels à la transition. Et pour réaliser ce potentiel, la région va nécessiter des investissements importants qui sont évalués de l'ordre à 30 à 50 milliards de dollars par an par nos équipes. Et les politiques les politiques pour guider cette transition devraient aussi viser à garantir que la transition verte soit également une transition juste. Une transition qui veille à ce que les populations les plus vulnérables, que leurs problèmes d'accessibilité, de pouvoir d'achat sont pris en compte naturellement. Et puis, c'est un investissement assez sérieux, mais le problème de la dette n'a fait qu'empirer au cours des 2 dernières années. Où en sommes-nous en termes de viabilité de la dette? Oui, il y a à peu près 20 pays de la sous-région qui sont
soit en situation de surendettement, soit à haut risque de surendettement. Ces vulnérabilités ont empiré avec la pandémie et maintenant avec le choc que constitue la guerre en Ukraine. Ce sont des vulnérabilités qui pèsent sur la capacité des gouvernements à aider les populations les plus vulnérables pour pouvoir survivre à l'impact de la guerre en Ukraine. Et ce que nous soulignons dans notre rapport en particulier, qui demeure une priorité, c'est vraiment d'accompagner et d'aider ces populations à survivre, à faire face à l'augmentation des coûts des denrées alimentaires et des coûts de l'énergie. Et donc, arriver à pourvoir cette aide dans ce climat de vulnérabilité de la dette assez élevé va être très difficile, va requérir un exercice d'équilibrage assez difficile pour les gouvernements de la région. Bien entendu, ces gouvernements vont besoin de recevoir une aide internationale et en plus des efforts qu'ils devraient faire à la fois en termes d'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, s'assurer de l'efficacité des dépenses publiques aussi en particulier. Le rapport examine donc les effets durables des fermetures d'écoles pendant la crise sanitaire. Quel pourrait être l'héritage de la pandémie en termes de capacité de la région à rebondir de tous ces chocs? Oui, en effet, la pandémie a amené à une fermeture des écoles de l'ordre de 128 jours en moyenne entre février 2020 et octobre 2021, ce qui est un nombre de jours beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu observer dans les pays plus avancés. Clairement, ce sont des fermetures d'écoles qui vont nuire donc à l'apprentissage et à l'accumulation de capital humain. Et comme vous le savez, des fermetures prolongées d'écoles peuvent avoir des répercussions importantes sur la productivité ainsi que les gains de revenus futurs. Le FMI a publié récemment un blog sur ce sujet en particulier. Et dans ce blog, mon collègue fait état, se réfère enfin à une étude de la Banque mondiale et des Nations unies qui évalue le coût des fermetures d'écoles et de la perte d'apprentissage à près de 17 billions de dollars quand on regarde juste les revenus à vie, ce qui vous donne une idée de l'importance de l'apprentissage. Donc, il est donc important de trouver des ressources pour pouvoir investir davantage dans l'éducation et l'apprentissage. Et les pays de l'Afrique subsaharienne vont faire face donc à des besoins d'investissement marqués pour pouvoir s'assurer que la pandémie de la COVID-19 ne laisse pas de cicatrices permanentes au niveau d'un point de vue économique et que les pays arrivent à accélérer leur progrès vers leurs objectifs de développement durable. Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales de l'Afrique subsaharienne. Merci. Merci beaucoup. Les nouvelles perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne peuvent être consultées sur imf.org. Recherchez d'autres podcasts du FMI partout où vous obtenez vos podcasts et suivez-nous sur Twitter @IMF Podcast. Je suis Bruce Edwards. Merci pour l'écoute.